Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Bienvenue avec nous et aujourd'hui je reçois Aymeric, Ton Kiné. Vous le connaissez peut-être, c'est un des vulgarisateurs en ligne sur les différents réseaux sociaux. Un petit peu la même chose que moi, mais côté kiné, assez précis. Je trouve ça super cool ce que tu fais avec une approche assez ludique de l'anatomie appliquée au mouvement et de la kiné du sport en général. Ouais. Donc hyper passionnant. Merci de venir, c'est cool. Merci de ton invitation surtout. Je suis content de te recevoir. En plus, on va parler d'un thème qui me plaît bien. Tu sais que j'aime bien ton sport. Enfin, un de tes sports, ton nouveau sport, qui est plus si nouveau que ça fait un moment que tu pratiques, mais le CrossFit. Et c'est hyper intéressant d'avoir un kiné qui pratique le CrossFit à chaque fois parce que c'est un sport intense, c'est un sport engageant et du coup il y a énormément de mouvements déjà pour commencer. C'est très fonctionnel et puis ensuite il y a, comme dans tout sport intense, un risque de blessure non négligeable et c'est justement un de tes thèmes de recherche, tu as bossé là-dessus. C'est ça, exactement. Moi je suis arrivé comme tu dis dans le CrossFit il y a 8 ans à peu près. Je vois qu'il y a des blessures. Early adopter quand même, hein. T'étais dans les premiers. C'est exactement ça. Je vois qu'il y a des blessures. Je vois que c'est assez récent, que tout le monde réagit un peu différemment. On va chez le kiné, chez l'ostéo, chez le chiro, chez le rhumato, nanana. Je me dis, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, en effet, au début, que dans ma box, je fais une petite étude pour voir, les mecs, quand ils se blessent, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, je vois qu'il y a un vrai engagement, que les gens jouent le jeu, participent. Et un ami à moi kiné, qui lui est vachement dans la recherche scientifique, me dit « Aymeric, il faut faire ça sur toute la France ». Et du coup, ni une ni deux, on perfectionne un petit peu le questionnaire et on lance un questionnaire comme ça dans toutes les boxes de France. Donc on les contacte une par une, etc. Putain, vous êtes chaud. Ouais, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait que des crossfitters qui répondent pour avoir une étude un peu carrée. Mais l'avantage, c'est que globalement, chaque box de crossfit a en général un groupe Facebook privé où il n'y a que les adhérents. Donc un par un, certains m'ont pas répondu. C'est l'avantage des sports ultra communautaires aussi, c'est que ça crée de l'engouement. Exactement, il y a un vrai engagement et donc beaucoup de box ont répondu, certains non, certains n'ont pas voulu déranger leurs adhérents. Et on se retrouve à la fin de ça avec 3000 participants sur l'étude où on a pu faire un petit peu un retour sur qu'est-ce qui se passe en France parce qu'il y avait plein d'études dans d'autres pays du monde, Brésil, Pays-Bas, Italie, où on voyait les comportements, le taux de blessure et on n'avait rien en France. Donc, je veux juste vous dire que si vous n'avez pas l'habitude des papiers scientifiques, 3000 personnes qui participent à une étude, c'est juste énorme. Ouais. C'est un sacré échantillon, surtout sur un sport où il n'y a pas non plus 300 000 pratiquants. Il faut être clair là-dessus, c'est en explosion, on voit des box partout, etc. Mais enfin, quand même, ça reste un sport en expansion. Ça a quelques années cette étude, donc en plus, tu as vraiment mobilisé ta communauté. J'ai été hyper content de l'engouement, au contraire, que ça a pris, que les gens jouent le jeu, qu'ils répondent au questionnaire, que ce soit bien rempli. Donc, après, tu parles de la valeur scientifique, il y a quand même quelques biais dans l'étude. Elle a été faite sur un Google Form, etc. Et puis c'est une étude rétrospective où les gens ont raconté comment ils se sont blessés, donc c'est des souvenirs, donc c'est pas hyper précis, tu vois, si on veut vraiment être très carré dans la démarche scientifique justement, mais comme tu dis, ça reste quand même un truc qui n'avait pas encore été fait en France, avec un gros panel, donc ça nous permet quand même de sortir des informations assez intéressantes. C'est quand même, tu fais de la donnée de masse malgré tout, donc on arrive quand même probablement à sortir des tendances dont tu vas nous parler. Et avant ça, je voudrais quand même rappeler un tout petit peu le contexte, c'est-à-dire que le CrossFit nourrit depuis quelques années, ça se calme un peu quand même, j'observe, mais un espèce de fantasme de la blessure absolue, du grand n'importe quoi, des blessures horribles, etc. Bon, le premier constat que je fais par rapport à ça, c'est que les gens qui sont émus de voir le CrossFit blesser les gens ne regardent pas ou regardent le rugby ou les sports de combat dont je viens, avec les yeux de l'amour alors, parce que quand on les voit ensemble blessés de partout avec les acromioclaviculaires en rafale, les gens qui peuvent même plus se gratter le dos tellement ils ont été blessés sur l'épaule et le nombre de croisés, tu en vois là pour les tacles à la gorge, clairement le sport conventionnel, traditionnel, quand il est pratiqué avec fougue et enthousiasme, produit de la blessure. C'est une réalité. Ensuite, on a un sport neuf, jeune,
qui se structure sur des panels techniques quand même complexes. Et on sait que c'est un sport mutant. Moi, on parlait hors antenne de coach haltéro, ma formation qui est largement suivie par des crossfitters au sein de la fédération d'haltérophilie. Bon, bah, c'est des gens qui ont soif d'apprendre, c'est des gens qui ont envie de se... C'est pour ça moi, que j'aime bien le crossfit, parce que ça ne reste pas dans l'état initial de pratique, ça évolue sans arrêt. Mobility First, c'est pas arrivé au début, ça. Hein. Mobility First, c'est arrivé en cours de route, face justement au besoin de garder les pratiquants, parce que quelqu'un qui se blesse, c'est quelqu'un qui arrête aussi. Ouais, totalement. Donc je voudrais reposer ce contexte-là, et puis dans ce fantasme général-là, il y a ce qu'on observe d'un sport, quel qu'il soit, et puis la réalité indiscutable des choses. Et souvent, on peut être surpris de certains décalages entre ce qu'on s'imagine, de ce qu'on voit du haut niveau, souvent, et c'est le cas pour le MMA, par exemple. Il y a une accidentologie en MMA qui est assez faible, alors qu'on a l'impression que c'est le truc le plus violent de la planète. Bon, en fait, quand on pratique le MMA en club loisir, évidemment, c'est pas comme dans la cage de l'UFC. C'est pas le même sport, au fond. Non, c'est exactement ça. Et je pense que dans le CrossFit, moi, j'imagine 2 éléments qui expliquent un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on a pensé que c'était si accidentogène? Déjà, le côté un peu spectaculaire d'une panel de vidéos YouTube qu'on a pu voir, de faits en haltérophilie, de gymnastique avec des mouvements en balancier, en butterfly, etc. où les gens disaient mais c'est pas vraiment du sport, les tractions ça doit se faire en strict. Donc ça, je pense que ça a nourri déjà une première fausse croyance sur le risque de blessure. Et deuxièmement, d'un point de vue des médecins, des kinés, des ostéopathes, des thérapeutes, où du jour au lendemain, ils se sont mis à voir plein de blessés dans le CrossFit. Et je pense que ça aussi, ça a nourri une fausse croyance disant ah ouais non mais là le CrossFit, ça fait 6 mois que j'ai que des CrossFitters qui arrivent. Mais parce que c'est un nouveau sport, donc le nombre de pratiquants augmente, exactement, et donc le nombre de blessés augmente. Aujourd'hui, moi je ne compte plus le nombre de runners que j'ai au cabinet pour des périostites, des douleurs de genoux et compagnie, mais c'est tellement fréquent que j'y fais même pas attention de leur récurrence. Alors qu'un nouveau sport qui va apparaître, bah, au début j'en ai 1, puis j'en ai 5, puis j'en ai 10, je vais me dire oh mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Alors qu'en fait, comme dans tout sport, il y a un risque de blessure. Oui, bien sûr. Ce fantasme est allé assez loin et de manière assez injuste. Et d'ailleurs, il y a eu un retour de flamme. Hein. Je pense que tu sais ce que je vais citer comme histoire. Hein. Les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas que le Journal of Strength and Conditioning, l'International Journal of Strength and Conditioning, a perdu un procès contre CrossFit parce qu'il s'était attaché à démontrer la dangerosité de cette pratique. Avec des données, enfin, en tout cas, ils ont été convaincus de tricherie sur la data. Quoi, hein. Ils ont pipoté les études. C'est ça. On peut peut-être préciser que CrossFit, qui est en fait de base une méthodologie d'entraînement, mais est aussi une marque. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire tout et n'importe quoi, parce que derrière, il y a un pôle américain qui surveille énormément sur ce qu'on peut dire. Et qui réagit. Et d'où ce procès, évidemment. Et qui réagit, et ils ont gagné. C'est ça qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que la justice a reconnu que cette revue scientifique, pourtant assez respectable, qui est une émanation de la NSCA, la National Strength and Conditioning Association, la guilde surpuissante américaine des préparateurs physiques, très très influencée par l'haltérophilie. Hein. Historiquement, c'est des gens qui sont très très branchés Olympic Lift, ce qui est un peu paradoxal puisque les États-Unis n'ont jamais été un grand pays d'haltérophilie, mais c'est marrant que personne ne se pose cette question. C'est pas la Chine ou la Russie. Même la France est plus haltérophile que les Américains, hein, il faut le savoir. Et ils se sont attachés de manière presque aveugle à démontrer que le CrossFit, c'était dangereux, jusqu'à pipoter leurs propres études. Ouais, c'est ça. C'est dans les études où il y a vraiment de la manipulation de chiffres. Et il y en avait pas mal. Ça laisse à penser sur d'autres thèmes. Hein. Le NSCA, par exemple, et le Journal of Strength and Conditioning, détestent la proprioception. Hurle à qui veut l'entendre depuis plus de 10 ans que c'est de la merde et qu'il faut s'entraîner uniquement dans des grands mouvements de force du Big Five. J'ai plutôt tendance à penser comme ça, pas que c'est de la merde, mais que pour la force, c'est ça qu'il faut faire, et que la proprio est plutôt l'apanage du gainage et de l'éveil neuromusculaire plus global. Mais enfin, on est obligé de se poser la question derrière. Quelle validité scientifique au regard de tout ça lié simplement aux croyances et aux postulats de départ qui noient toute objectivité. Totalement. Bon bref, c'était une petite parenthèse intéressante. Maintenant, on aimerait bien savoir ce que tu as trouvé dans ton étude. Eh bien, qu'il y a des blessés, mais que globalement, en fait, on a comparé à ce qu'on trouvait dans les autres pays du monde, et en fait, on avait globalement les mêmes chiffres.
Donc ça, c'était intéressant. Déjà de voir que la pratique du CrossFit en France entraînait un peu les mêmes conséquences que dans d'autres pays du monde. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, chaque propriétaire de box de CrossFit est globalement libre de l'enseigner et de le faire pratiquer à sa manière. Et que globalement, les zones blessées étaient les mêmes. Donc avec un numéro 1, épaule, numéro 2, rachis lombaire et numéro 3, genou. Avec les mêmes globalement proportions. Et cet ordre de majorité ou minorité. Et qu'il n'y avait pas plus de blessés que dans d'autres sports. Donc en fait, les valeurs étaient les mêmes. Et la plus grosse étude là-dessus, elle nous donne un taux de blessure pour 1000 heures de pratique d'environ 3,3 pour le CrossFit. Okay. Et qui retrouve à peu près les mêmes valeurs qu'en haltérophilie et en gymnastique, qui sont entre 3,1 et 3,3. Et qui sont largement inférieurs à d'autres sports comme le hockey et le football américain, qui eux tournent à quasiment 10, 14, voire 40 blessures pour 1000 heures de pratique, et où le sport soccer... de combat par équipe. Ouais, et le soccer sont entre 4 et 5. Tu vois? Donc en fait, on est assez proche des sports qui ressemblent, parce que le CrossFit reste une combinaison de gym, d'haltéro et d'athlétisme. On va dire travail à haute intensité, ils appellent ça métabolique. Ouais, métabolique, cardiovasculaire. Et donc on retrouve les mêmes taux de blessures que sur la gym et que sur l'haltérophilie. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, après, on peut trouver d'autres sports où on se blesse beaucoup moins, mais souvent, on se blesse différemment. Ça dépend de ce qu'on regarde. Par exemple, si on prend une des pratiques du CrossFit, on l'isole, on prend le truc a priori le moins dangereux, le rowing par exemple. Ouais, vraiment. Bon, effectivement, on va avoir moins de blessures aiguës au niveau de l'épaule, au niveau du genou. Forcément, il ne peut pas se passer grand-chose. On est sur un sport porté, extrêmement cyclique, extrêmement répété. Seulement, les dégradations de posture sont ce qu'elles sont. Avec le temps et l'usure mécanique et la charge mécanique qui est imposée sur le dos notamment, on peut être surpris si d'un seul coup on change de fractal et on regarde, je sais pas, les discopathies, les douleurs chroniques lombaires. Je n'ai pas de chiffres pour étayer ce que je dis juste qu'on fait dire un peu ce qu'on veut et qu'effectivement un croisé c'est spectaculaire, une acromio c'est spectaculaire, d'accord. Mais en vrai, est-ce que c'est plus ou moins grave qu'une douleur lancinante de fond au niveau lombaire? Je ne suis pas sûr. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Je suis pas sûr, et ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'est de la finesse on va dire, ou de l'interprétation scientifique, c'est que dans les études sur le CrossFit, on a, nous en France et globalement dans les autres pays du monde, utilisé la même définition. C'est-à-dire que quand la personne elle devait répondre oui ou non j'ai été blessé, qu'est-ce que c'est que se blesser? Et là dans notre étude, c'était par exemple une douleur, une gêne ou un inconfort qui entraînait une modification de l'entraînement pendant plus d'une semaine ou un arrêt de l'entraînement pendant plus de 3 jours ou la consultation d'un spécialiste, un médecin, etc. Et ça, c'est dans les études sur le CrossFit. Mais je ne suis pas sûr que cette définition de la blessure soit aussi utilisée dans les autres sports. Donc tu vois, ça rend aussi, comme tu dis, on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres. Parce que si on n'utilise pas la même définition de la blessure, en effet, une acromioclave ou se faire un croisé, c'est pas la même blessure que j'ai une douleur d'épaule et pendant une semaine, je vais adapter mes WOD. Eh oui. Donc c'est vrai qu'il faut remettre tout ça en perspective. Je rappelle un autre truc important, c'est le côté évolutif et mutant de ce sport.
pour l'instant, je me suis un peu fait l'avocat du diable parce que quand même, au début, on voyait des trucs qui faisaient un peu peur. Totalement. mais moi, j'ai vécu d'autres sports où ça démarrait. Tu vois, j'ai vécu les débuts du MMA. Ouais. J'ai vécu les débuts du jiu-jitsu brésilien. Mais on faisait n'importe quoi. Moi, je connais un mec qui est devenu tétraplégique suite à une projection souplesse arrière en grappling. Parce que mal encadré, mal exécuté, mal échauffé peut-être, parce que voilà, c'est des tristes dérives d'une pratique naissante où les coachs doivent se former, où la pratique appelle à horreur du vide, et puis voilà, les gens ont envie de faire, etc. Mais c'est le début, et puis ça se structure. Et ça se structure encore plus, je trouve, en CrossFit, qui encore une fois est une discipline qui par essence évolue, par essence intègre des nouvelles formes de pratique, par essence grandit en compétences. Et je trouve que, moi je regarde toujours, je pratique très peu, très occasionnellement quand je suis invité. Bon, c'est que des disciplines que je maîtrise plutôt bien, donc je m'intègre avec grand plaisir dans cette forme de triathlon de prépa physique en fait. Mais ce que je constate, c'est que quand même, ça n'a plus rien à voir la pratique aujourd'hui avec ce qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans. Ça a bien évolué et comme je te disais au tout début, vu que CrossFit c'est une marque et que c'est chapeauté, eux poussent énormément à la formation. Et pour être coach de CrossFit, il faut évidemment passer son level 1, mais derrière, ils proposent une ribambelle de formation pour se développer en haltéro, se développer en gymnastique, sur de l'adaptatif, sur du CrossFit Kids, des personnes âgées, sur des gens qui ont des blessures, des gens en fauteuil roulant, etc. Donc je pense que CrossFit essaye énormément de partir là-dessus. Et là où, comme on le disait tout à l'heure, le côté un peu spectaculaire qu'on pouvait voir, les CrossFit Games, qui est la plus grosse compétition mondiale, CrossFit a pris du recul aussi sur ce côté-là pour mettre en avant maintenant le CrossFit santé. Et ils ont complètement revu leur banque de vidéos en prenant plutôt une personne dans son canapé avec une bouteille d'eau pour présenter un deadlift et pour présenter un thruster. Là où avant, tout le monde regardait les images de Rich Froning ou Matt Fraser sur YouTube en train de faire les games. Donc en effet, ça a beaucoup évolué. Il est nécessaire de distinguer la pratique loisir de la pratique sport santé et de la pratique évidemment compétition. C'est vrai que souvent on voit que la compétition, alors avec des dérives pareilles. On a attaqué beaucoup le CrossFit sur le dopage. Bah oui, c'est normal, c'est normal. Mais personne ne s'insurge du problème dans le football US. On regarde le Super Bowl avec toujours le même enthousiasme tous les ans sans dire quel est le dernier footballeur convaincu de dopage déjà en foot US je sais pas, évidemment. On teste pas. Donc voilà, c'est une dérive qui touche pas que le CrossFit. Non, beaucoup de sports. Dans l'UFC, on a un vrai sujet. En haltéro. En haltéro, voilà. Alors l'haltéro, pour le coup, il y a des gens qui sont convaincus de dopage. Il y a une vraie chasse qui a commencé, qui a commencé il y a quelques années sous l'égide du CIO. Donc voilà, je dois dire quand même que c'est pas quelque chose de spécifique au CrossFit, quoi. Ça me paraît vraiment très important de le rappeler. Et puis, encore une fois, c'est la compétition de haut niveau, comme en tout sport, est un épiphénomène. Alors moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est passionnant, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais en vrai, 99% des gens, ils ne viennent pas pratiquer ça. C'est ça. Ils viennent se mettre en forme, partager quelque chose ensemble, se socialiser, se faire des potes. C'est ça. Et nous, dans notre métier, il faut aussi réussir à prendre le recul de, comme tu disais, où est-ce qu'on est dans du sport santé, bouger régulièrement, on connaît les recommandations de l'OMS, etc. Et lorsqu'on est dans du CrossFit compétition ou de la compétition, quel que soit le sport, où on n'est plus vraiment dans de la santé. Je veux dire, à un moment donné, une personne dans le CrossFit, on a souvent qui s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, pendant des mois et des mois, on n'est plus dans du sport santé. Ah oui, le sport de haut niveau et à gros volume, comme tout ce qui est excessif, est une mauvaise idée. C'est pas bon pour la santé, le sport de haut niveau. Moi, je pousse pas du tout mes enfants à faire ça. Si un jour ils y vont. Mais c'est pas une recommandation qui pourra figurer sur les tablettes de l'OMS. C'est évident. C'est évident. Donc c'est comme tout. Voilà. Si on fait du CrossFit bien encadré 3 fois par semaine avec un objectif modeste de se maintenir en forme et de progresser à son niveau, il n'y a pas de raison qu'on prenne beaucoup plus de risques que n'importe quel sport. Au fond, on est bien d'accord là-dessus. C'est hyper passionnant. Toi, quand tu travailles dans ton cabinet, tu reçois, j'imagine,
beaucoup de sportifs quand même. Ouais. C'est fatalement un peu ton ADN. Tu es Ouais. un jeune kiné, toi-même sportif, pratiquant. Du coup, c'est un peu l'effet de groupe à chaque fois. Totalement. T'as quoi comme sport alors qui viennent te voir pour... Étant sur Paris, nous, on a beaucoup de runners, beaucoup de crossfitters. Ah ouais. Mais là, en effet, c'est aussi parce que les gens savent qu'on est formé dans le crossfit, donc Fatalement, automatiquement, ils bien vont venir. sûr. Et après, je dirais foot et hand rugby. Moi, je connais beaucoup de crossfitters, je connais Ouais. beaucoup de footballeurs. C'est vrai que je connais beaucoup de footballeurs blessés. Ouais. Et c'est aussi spectaculaire. C'est beaucoup. Une cheville, c'est spectaculaire. Un genou, c'est spectaculaire. Quand même des grandes spécialités de cette discipline. C'est vrai que je ne suis pas surpris de ce que tu me dis. Que t'es bon. Ouais. Et puis les runners, ça, on n'en parle pas. Mais c'est parce que pareil, c'est des blessures, plus d'usure, plus de volume important, de contraintes mécaniques prolongées et répétées. Et c'est peut-être moins waouh. Mais tout aussi pénible pour eux. En fait, moi, quand ils arrivent au cabinet, ils sont pas bien. Moi, j'ai beaucoup de patients qui préparent les semis, tu vois, les marathons de Paris bientôt, etc. Et après, ils ont des deadlines de compétition et ils s'entraînent pour ça. Ils ont un mode de vie qui va avec, etc. Ils cherchent des solutions. Mais tu vois, je trouve que limite, la course à pied, c'est encore particulier. C'est un des sports où tu es un peu le plus jeté dans la nature. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, n'importe qui peut aller courir, pense savoir courir, alors que non, il y a des techniques de course à pied différentes. Il y a un équipement particulier en fonction des avantages, des modes de course on de voit chacun. de tout dans le bois de Vincennes. Moi, quand je cours, des fois, je prends peur. Alors que tu vois, tu vas prendre une box de CrossFit, au moins, tu as un coach qui surveille ses adhérents, qui peut leur conseiller, qui peut dire « Ok, là, t'as mal, on va adapter cette séance, on va la faire un peu différemment. » Course à pied, lâcher à l'abandon. Et foot, c'est un peu le cas aussi. Foot, ils ont les entraîneurs qui sont bien pour le côté entraînement, voilà comment on va s'entraîner. Mais une fois qu'ils sont blessés ou qu'ils ont des douleurs, là, ils sont un peu laissés, quoi. Sauf à haut niveau. Mais la plupart des patients que j'ai, moi, c'est pas des sportifs de haut niveau, c'est du sportif tout âge, tout niveau. On y revient, c'est l'expertise, c'est s'accompagner, c'est pas partir dans la nature trop vite, trop tôt, poser des questions, se renseigner, se former. Et puis pour les professionnels qui nous écoutent, continuer à se développer. Évidemment que le week-end de formation Level 1 est anecdotique, c'est une initiation au métier de coach, évidemment. Moi, je pars d'un monde où on était au BE à Cumèze, où on rentrait on rentrait dans un Krebs, on y restait un an, on ressortait avec une perf à 500 kg sur les 3 exercices en faisant moins de 70 kg, tu vois. Donc, évidemment qu'on est dans un autre monde, j'entends ça, mais c'est aussi un monde de la formation continue. Donc c'est un monde où, on a un petit laissez-passer très rapide, une conduite accompagnée, comme j'appelle ça, qui nous permet tout de suite de prendre la route. Mais derrière, il faut faire des stages de conduite avancés, de conduite sur circuit, de conduite sur glace. Faut vous former à toutes les façons de pratiquer, à toutes les spécificités, des finesses de nos métiers. Bien sûr, les formations initiales ne suffisent plus, n'ont probablement jamais suffi. C'était peut-être d'ailleurs le danger des grosses formations initiales. On pensait qu'elles suffisaient, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, plus que jamais, qu'on soit kiné ou préparateur physique, ça n'est que le premier niveau de... C'est ça. Et puis les sports évoluent. Le CrossFit est arrivé un peu comme ça, personne ne connaissait, tout le monde tirait dessus, c'est pas bien, il y a des interférences, nanana. On se rend compte que ça marche plutôt bien et que le CrossFit en lui-même a évolué. Donc c'est normal que nous, les kinés, on continue de se former et évidemment que les coachs se forment aussi. Ça évolue en permanence, les méthodologies, etc. Donc ça me paraît complètement cohérent. Il y a plein de façons de vous former. La première, vous êtes en train de la vivre, vous nous écoutez et je vous en remercie. Vous pouvez aussi passer des certifications professionnelles. Par exemple, je suis mon partenaire transfert de digitalisation qui vous forme par exemple à 3PS, formation de préparation physique, nutrition et récupération. Vous savez que je vous attends de pied ferme au coach haltéro, coach musculation fonctionnelle qui vous donne carrément des UC du BP au sein de la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. J'ai évidemment mes formations en ligne, coach récup ou coach mobilité, par exemple, pour ne citer qu'elles. Et puis il y a les réseaux sociaux, si vous voulez plus d'émeric, aime ton kiné. Vous ne pouvez pas le louper. Franchement, il est partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook aussi, sur YouTube. Non, YouTube plutôt. Ah, trop jeune, trop jeune sur Facebook. Sur YouTube, en tout cas, il produit énormément de contenu. C'est hyper intéressant. Allez voir ce qu'il fait. C'est une autre façon de se former très rapidement en continu. C'est pas anodin de s'abonner à des comptes comme ça et de suivre ça. Ça vous permet de rester au contact de l'info.
Merci d'être venu, c'est hyper cool. Merci pour ton invitation, avec grand plaisir. Et cool. On reparle dans un autre épisode de pathologie plus spécifique, ça va être intéressant. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à tout bientôt pour d'autres épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.